La Cité européenne des scénaristes présente... Moi, je fais des chronologies de séquences importantes. Ça me prend une demi-journée. Et la plupart du temps, ça ne sert à rien, mais je m'oblige à me dire, si j'avais un flingue sur la tempe, quelles sont les séquences selon lesquelles le film ne peut pas tenir, ou en tout cas ne peut pas développer ses lignes narratives. Et j'essaye d'appréhender ça en préparation, parce que j'ai la tête froide. C'est très difficile, effectivement, de faire ça pendant. Les scripts et le scénario. Salut, c'est Baptiste Rambaud. Un dimanche sur 4, j'ai le plaisir de discuter avec ceux pour qui le scénario est un outil de travail. Qu'ils soient techniciens ou employés de bureau, qu'ils interviennent en pré-prod, en prod ou en post-prod, à chaque métier son rapport particulier au texte. Nous, notre travail, c'est de faire en sorte que ça tienne debout malgré les milliards d'embûches qu'il va y avoir sur la route de cette cohérence qu'on a essayé de bétonner. Donc tu peux faire ce que tu veux en prépa, hein, elle va éclater ta cohérence. Leur métier, veiller à la cohérence et à la continuité des séries et des films, dans la mesure où on les tourne généralement dans le désordre avec une grosse équipe et sur plusieurs semaines. Dans ce 14e numéro de l'émission, la parole est au script. Quel est leur rapport au scénario ? À L4, mes invités du jour ont notamment travaillé sur les films de Kervern et Delépine, de Céline Sciamma, de Michel Hazanavicius, de Philippe Lachaud, sur les séries et le premier film de François Descraques, mais encore sur les séries Drôle, Validé, Marianne ou encore Les Sauvages. Je les laisse se présenter et vous souhaite une bonne écoute en leur compagnie. Cette émission a été enregistrée en juin 2022. Je m'appelle Marie Morin et je suis script fiction, télé, cinéma. J'ai fait un premier long métrage qui s'appelle À la belle étoile, que j'ai tourné l'hiver dernier. Et juste avant, j'ai fait le 3e long métrage des frères Boukarma qui s'appelle L'année du requin, qui va sortir cet été. Super, merci. Ensuite ? Alors moi, c'est Julie Collet, également script depuis 2010. Je viens de finir un long métrage pour Netflix. Et j'ai un film qui sort en septembre là qui s'appelle Le Visiteur du futur, que j'ai été ravie de faire et dont je suis très contente. Oui. Super. Ensuite ? Cécile Ordelakis, je suis script depuis 2007. Et le dernier projet en même temps de Kervern et Delépine. Et enfin ? Alors moi c'est Isabelle Rébis, je suis script depuis un bout de temps. Et le dernier truc qui est sorti, c'est une série sur Netflix qui s'appelle Drôle. Oui, c'est Baptiste, je profite de cette introduction pour préciser une mésentente qu'on entend souvent au sujet du mot script. Vous avez dû entendre, précédemment dans le podcast, des invités parler de script au sujet du scénario, et pour cause, scénario en anglais peut se dire script, mais sans E à la fin. Cela a ainsi donné, chez les anglo-saxons, le métier de script supervisor, littéralement superviseur de scénario, et qu'on appelle en France les scripts tout court, mais avec un E cette fois. Bref, script en anglais sans E, c'est le scénario. En français avec un E, c'est un métier. Le métier donc des invités du jour et qui n'est pas scénariste. Ce n'est pas la même chose. Sinon, vous allez très vite entendre une invitée évoquer en particulier leur tâche dite de préminutage. Cela consiste à évaluer la durée que feront chacune des scènes du scénario et donc, plus globalement, à anticiper la durée totale du film ou de la série que l'on s'apprête à tourner. On reviendra plus en détail sur le préminutage par la suite dans la discussion. Et enfin, une dernière info tant que j'y suis, la script Cécile Ordelakis, qui participe à la discussion de cet épisode, nous a fait parvenir ses annotations sur les scénarios des 2 derniers films de Kervern et Delépine, à savoir Et en même temps et effacer l'historique. Si vous voulez savoir à quoi ressemble la multitude de notes qu'un ou une script est amené à prendre sur un scénario, d'autant que Cécile fait partie des rares à encore bosser sur papier, eh bien je vous invite à vous rendre en description de cet épisode où on vous a mis un lien vers ces 2 scénarios à noter, accompagné d'une notice de compréhension pour vous y retrouver. Voilà, on y retourne. Ma première question, quand vous arrivez sur un projet, où en est le scénario, à quel stade du développement arrivez-vous en général ? Ça dépend complètement. Moi, ça m'est arrivé qu'on m'appelle avec un projet qui est même pas encore en financement et juste pour avoir un œil sur le scénario. Ou alors des trucs carrément dernier moment pour remplacer quelqu'un. Il reste 2 semaines de prépa et c'est la course. C'est variable. Les autres, pareil ? Ça dépend si on connaît les metteurs en scène, si on est habitué. C'est possible qu'on l'ait dans un premier draft. Ils veulent une réaction extérieure. Et puis si on connaît pas, on est un peu plus dans le tradi, des 2 mois avant, 3 mois avant. Et là, il est déjà fini, il faut juste quelqu'un pour partir Le truc, c'est qu'on lit et très souvent après, on veut un préminutage. Et ça, c'est une immersion dans le film très importante pour nous.
Parce que c'est là qu'on sent si la mélodie ralentit. Après, moi, j'ai la sensation qu'il est jamais terminé, le scénario. Enfin, tu dis, il est déjà fini. En fait, il est jamais fini. Ah oui, après. Il est jamais fini. Il continue de bouger encore en tournage. J'allais dire, il est fini avant qu'on commence à tourner. Mais non, il est même pas fini des fois quand on est dessus. Il est fini en fin de tournage, enfin. Même au montage. Il est fini en fin de montage, en fait. Enfin. Ouais. Du coup, une fois que vous avez ce scénario en main, quelles sont les premières questions que vous vous posez en tant que script? Moi, quand je reçois le scénario, je fais ce que je préfère. Parce qu'après, peut-être qu'on parlera du pré-minutage. Et là, je dirais que c'est ce que je déteste le plus. On y viendra. La première lecture, c'est vraiment un truc genre sacré, absolument sacré. C'est le moment où j'éteins tout, je ferme la porte à clé, je suis sûre d'avoir 2 heures devant moi, j'éteins le téléphone, je débranche Internet, je demande à pas être dérangée et je lis. Et vraiment cette sensation de cette première lecture que j'essaye d'avoir le plus à plat possible, c'est-à-dire sans aucune réflexion de script, même de technicienne, ne pas me dire « Oh là là, c'est génial, ça se passe sur une île, je vais partir en vacances, on va tourner là-bas », genre à plat, une lecture comme lire un bon livre, c'est vraiment ce que je préfère. La première question que tu te poses, juste, est-ce que ça te plaît finalement? Ouais, juste est-ce que je m'ennuie, est-ce que je le lâche des mains? Alors ça m'arrive de prendre 2-3 notes, mais j'essaye d'en prendre vraiment le minimum possible, et je suis vraiment persuadée que ce que je ressens quand je lis, c'est souvent ce que les gens vont ressentir quand ils rentreront dans la salle de cinéma. Ouais, moi c'est un peu pareil, il y a une première lecture très qu'est-ce que ça me fait en termes de feeling, vraiment juste ça, est-ce que ça me plaît? Est-ce que j'ai envie de le faire du coup? Et après par contre très vite, moi je rentre dans des réflexions très script, de logique, des coquilles, parce que souvent quand on arrive il y a eu déjà des réécritures, donc des fois il y a des trucs qui traînent, ce genre de trucs, j'aime bien. Donc on arrive déjà sur les coquilles et sur les fautes. Moi je suis un peu dans la même logique que Marie, moi je t'avoue, je lis même pas les intitulés de séquences en fait. Quand je lis le scénario la première fois, je lis... C'est tellement vrai. En fait j'ai envie de lire. J'ai pas envie de m'arrêter pour me dire c'est 2 jours, c'est 2 nuits, c'est dans l'église. En fait, si c'est bien écrit, tu le sais, tu n'en as pas besoin. Et ces premières sensations que je ressens, en fait, j'ai vraiment besoin de les vivre et de m'en souvenir le plus longtemps possible parce que quand on va être en train de tourner, je vais être en permanence en train de faire l'aller-retour entre ce que j'ai ressenti la première fois, ce que je ressens quand je le vois maintenant, pourquoi ma sensation est différente, est-ce que c'est un problème ou est-ce que c'est mieux? Et en fait, c'est un curseur que moi j'utilise beaucoup pendant le tournage pour savoir si ce qu'on est en train de tourner est juste, en fait. Moi, je crois vraiment profondément que quand on lit, cette première sensation de lecture, si ça te plaît, ou si tu trouves le film bien, je pense qu'il sera bien. Le curseur, il peut bien sûr un peu bouger, ça peut être un peu mieux ou un peu moins bien, mais il y a un truc, voilà, si c'est pas drôle, on a beau te dire que ça va être génial, ça va être joué par un tel, ou que c'est... En fait, si toi, en lisant, t'as pas trouvé ça rigolo, ça le sera pas au montage. Il y a une espèce de, pour moi, une réalité franche et froide sur cette première lecture. Et s'il y a quelque chose que tu trouves incohérent, ou s'il y a quelque chose que tu trouves déplacé ou qui fonctionne pas dans le scénario, pour moi, si c'est pas modifié et qu'on le tourne comme ça fonctionnera pas. Isabelle? Je suis en fait très très vite en travail. C'est-à-dire que je relève le nom des personnages, le rapport filial, le rapport, enfin bref, le prof d'un tel. Parce que justement, je me dis, on est l'œil neuf du moment et qu'il y a tout de suite des choses qui me sautent aux yeux, voilà. C'est pas une globalité comme vous, comme ça. En fait, ça me crée des questions, moi. C'est-à-dire que je fais des listes de questions. Pourquoi ça, machin? Pourquoi tac, machin? Et quand je rencontre le metteur en scène, la première discussion, d'abord, je peux lui demander vraiment pourquoi t'as écrit ce film, mais vraiment pour comprendre son truc. Et à partir de là, partir dans son mouvement, parce que je le lis pour parler avec un metteur en scène, en fait. Ok. T'as parlé du suivi des personnages il y a un instant, donc on parle souvent au sujet des scripts que votre boulot c'est la continuité entre guillemets, sauf que ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Donc moi, la question pour rentrer un peu techniquement dans le sujet, c'est de quelle continuité on parle, de quelle continuité vous êtes en charge exactement? T'as 2 heures? Ta question pour nous, elle est bizarre parce que pour nous, Toutes les continuités, continuités, en fait. Oui, c'est ça. On s'occupe de toutes les continuités tellement que pour nous, il y a pas trop de Vous les différence. théorisez pas en fait. Si tu veux faire une liste, il y a la continuité maquillage, la continuité des véhicules, la continuité d'évolution des décors, la continuité émotionnelle, le trajet de chaque personnage, le trajet global du film, les informations, comment elles sont données, à quel moment, est-ce qu'on en perd, les personnages, oui. les blessures, enfin si tu veux, il y a peut-être 50 continuités. Bon, on a déjà un bon panel, là, c'est déjà pas mal. Qu'est-ce qui vous plaît dans un scénario en tant que script en particulier? Moi, j'aime quand c'est smart. Ouais. J'aime être surprise. Peut-être que je confonds mon métier et le plaisir de la lecture, parce que j'ai toujours aimé lire, mais que ce soit sur une série ou sur un projet, il y a toujours un moment parce que tu fais attention aux mots, parce que tu connais, parce qu'il y a des schémas qu'on a vus 1000 fois. Tu te dis, très bien, il va se passer ça, il va se passer ça. Je pense que moi, je fais des paris. Des fois, je note, je dis n'importe quoi, mais je marque. Je pense qu'il va mourir. Je mets genre page 24. Et si c'est le cas, je me dis, bon, bah, il y a un souci. Et aussi, je suis très attentive à tout ce qui est les implants. C'est-à-dire, je sais pas, moi, à la séquence 15, il y a quelqu'un qui fait une vanne sur un chapeau et je me dis, ah, ok, ce chapeau, à un moment donné, ça va être important, il va jouer un rôle. Et, j'aime bien quand j'ai réussi à l'oublier ou qu'au contraire, à la fin, il se passe quelque chose avec un objet où je me dis, ah oui, mais au début, ils en ont parlé. Voilà, j'aime bien être surprise. Ouais, moi, pareil, la surprise, je trouve ça hyper précieux parce qu'effectivement, des scénarios qui se ressemblent,
il y en a. Vous devez en lire beaucoup, ouais. Bah ouais, et du coup, ça peut devenir assez ennuyeux, quoi. Moi, je pense que je suis une lectrice et une spectatrice beaucoup plus cheesy. Hein. Moi, j'adore ressentir des trucs. J'aime bien pleurer. Enfin voilà, moi, ça, c'est des trucs qui m'intéressent, quoi. Les émotions avant le côté ou être smart, en colère, hein. ce que tu veux, enfin n'importe quoi. Si je ressens un truc à la lecture, je me dis ah ok, d'accord. Les émotions, l'intellect. Ouais. Et Isabelle? Ce que j'aime, c'est comme ce que j'aime dans le film fini, c'est du lyrisme en fait. C'est des destins. La poésie. De la poésie, oui, voilà. Quelle est la tâche de votre boulot que vous préférez et pourquoi? Moi, c'est contradictoire parce que du coup, je pense au préminutage dont elle parlait tout à l'heure. C'est contradictoire parce que c'est quelque chose que à la fois je déteste et que à la fois j'adore. Les deux en même temps. Ouais, vraiment. Parce que c'est pénible et en même temps, c'est ce que tu disais au début, Isabelle, c'est l'occasion de plonger dans le scénario d'une certaine manière, vraiment sur le rythme et tout. Donc, ce que tu préfères, c'est le préminutage. Pas du tout. Bah, j'attendais cette fois, pardon. Non, je suis en train de dire que je le déteste et que je l'adore à la fois, quoi. Mais c'est pas ce que je préfère. J'ai constaté que les gens savent pas comment on préminute et ça fait beaucoup rire tout le monde. En fait, quand on préminute, on joue les séquences. Ouais. On les mime. C'est-à-dire que On a tous les rôles. Voilà. Donc, j'interdis à qui que ce soit d'assister à ce travail. Je suis incapable de le faire si Je pense quelqu'un qu'il est là. faudrait faire Et on va un vous mettre tout de suite making-of la de ça. vidéo Ouais. de Cécile en train de préminenter son dernier projet. Ça n'arrivera jamais. Je le confirme. C'est C'est une la fin honte. de non-recevoir. Je ne peux pas faire ça si quelqu'un est dans la Ah ouais, pièce. moi non C'est impossible. Quand j'étais à l'école, on l'a fait avec un réalisateur parce qu'il me disait mais non mais moi je veux être là. C'est parce que je l'aimais beaucoup et que j'avais vraiment confiance en lui, mais c'est la seule fois de ma vie où j'ai fait ça avec quelqu'un. C'est impossible. C'est hyper intime. Toi, tu dis quelqu'un dans la pièce. Moi, je vais jusqu'à dire quelqu'un dans la maison. Oui, c'est ça. Oui, bah oui. Enfin. C'est-à-dire, je peux pas imaginer qu'à un moment donné, quelqu'un puisse sortir d'une pièce et genre, avec un côté, bah, je vais pisser. Ah Je non, fais genre, non, mais ça c'est mort. là, en fait, je suis en train de minuter des gens qui, alors, au choix, jouent au foot, s'entretuent à la Kalachnikov ou sont en train de s'envoyer en l'air sur un canapé. Et je ne veux pas que tu assistes à ça. Ouais, c'est impossible. Donc effectivement, s'il y a quelqu'un dans la maison, il est dans une pièce loin avec un casque. On joue au feeling et donc je pense que c'est ce que disait Julie, il y a quand même un moment où parfois quand tu joues, d'un seul coup tu te dis j'arrive pas à le jouer donc il y a un problème. En fait, ça fonctionne pas. Pourquoi j'arrive pas à jouer ça? Pourquoi elle passe de cette émotion à cette émotion-là? En fait, c'est impossible. Là, en l'espace de 3 minutes, je n'y arrive pas. Donc, je pense que ça va être un souci. Et donc, ça met en lumière des problèmes, en général, d'écriture ou des choses qui, peut-être que le réalisateur a la réponse, mais t'as besoin d'un éclaircissement là-dessus parce que tu y arrives pas, en fait. Elle a raison sur ça et sur le texte aussi. Des Ouais, fois, le sur fait de les devoir dialogues. jouer des choses, tu réalises qu'il y a des phrases qui sont soit tu peux quasiment pas dire. impossibles à prononcer ou tu dis, mais personne ne dit, ou tu sais, des choses, tu te dis, personne ne dira jamais ça. Alors, c'est pas ton travail parce que de toute évidence, nous ne sommes pas comédiennes. Et puis, il y a quelque chose que Cécile a dit tout à l'heure qui est très vrai, c'est que du coup, c'est le moment où tu te projettes et où tu fais un peu le film dans ta tête. Et en fait, il y a des moments après sur le tournage. C'est des fois des choses vraiment pas minimes, mais tu vois, t'as imaginé une scène assise, alors que c'est pas forcément marqué que c'est assis, et tout d'un coup, tu vois la mise en scène et les gens sont debout. Tu dis, c'est bizarre, je voyais pas comme ça, donc t'arrives à mettre des mots sur tes pensées, tu dis, ah, parce que moi, dans ma tête, ils étaient assis. Donc là, ils sont debout, qu'est-ce que ça change? Pourquoi est-ce que moi, j'ai pensé qu'ils étaient assis? Parce que émotionnellement, pourquoi est-ce qu'ils seraient plutôt enfin, c'est en permanence, tu n'as de cesse de revenir à ce moment, mais qui, quand il arrive, alors il faut que je mesure mes mots, parce que j'aimerais quand même qu'on continue à m'appeler, parce que c'est quand même un travail merveilleux, que j'aime beaucoup, qui est très bien payé. Attention, t'arrives spécialisé pour les journées de préminutage. Mais en réalité, c'est quoi? C'est que tu minutes 2h30, tu as l'impression que t'es allé au bout. Tu te dis, ah, c'est génial, ça y est, j'avance. Et en fait, t'as fait 12 séquences. Et je travaille sur une série, c'est un 10 fois 40 séquences. Et tu te dis, donc si j'ai mis 2 heures pour faire 12 séquences, à raison 2, tu réalises qu'en fait, t'en as pour 17 heures. Et t'as l'impression que ça va jamais se terminer. Ouais. Le problème, c'est qu'il faut essayer de pas s'arrêter dans le rythme pour être toujours dedans. Donc, il faut pas s'arrêter. Mais en même temps, moi, j'ai du mal à m'y mettre. Donc, mes copines script le savent. C'est des moments où je leur écris des textos. C'est des moments où j'ai envie de passer l'aspirateur. C'est des moments où, tout d'un coup, il faut absolument que je nettoie ce frigo. Il est très sale. Je n'arrive pas à m'y mettre parce que c'est très, 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 très long. Mais c'est passionnant. Mais c'est juste que sur le problème sur un projet, tu disais combien de fois on le fait, qu'est-ce qu'on sait. Souvent, on le fait plusieurs fois. La première fois, on sait rien. Donc, tu minutes comment tu le sens, mais tu vas le refaire. Hein. Des fois, même 2, des fois 3 fois. Mais alors, moi, je triche, hein. Moi, je le fais après tous les autres documents. Commencer par le préminutage, j'ai toujours trouvé ça absurde. Alors, on nous le demande au début parce qu'ils en ont besoin, mais moi, je fais d'abord la continuité, les dépouillements, je fais tout avant, parce que comme ça, je le connais déjà presque par cœur, le scénario, je me suis posé 1 millier de questions. Ça m'aide, en fait, sinon j'y arrive pas. Au début, je faisais ça en premier et je galérais comme une folle, quoi. J'avais des résultats qui étaient absurdes, enfin, parce que, en fait, je maîtrisais pas assez la matière, quoi. Bah, des scènes qui font vraiment beaucoup plus longtemps que ce que tu avais prévu, ça, oui, ça arrive souvent. Ouais. Notamment sur des scènes qui sont pas dialoguées. Surtout si on n'a pas vu les décors. Il faut participer au repérage pour les décors, ça aide beaucoup, mais ça arrive tard et des fois on nous dit mais pourquoi vous serez là? C'est à quoi ça sert? Ça sert qu'il traverse sa cuisine tant que j'ai pas vu la cuisine. Enfin, il y a des moments où vraiment le fait de voir les lieux, c'est éclairant, quoi. Par exemple, sur le portrait de la jeune fille en feu, je me suis fait complètement avoir parce que déjà j'avais pas anticipé que ce serait aussi peu découpé.
puisque sur ses films précédents, c'était très différent. Elle a quand même changé radicalement sa mise en scène pour ce film. Et t'en as pas parlé de ça avant? On en a parlé un peu. Ça aide à, justement... Mais surtout, j'avais pas vu les décors. Et on s'est retrouvés dans ce manoir où j'étais genre... Ah ouais, d'accord. Elle descend les escaliers. Elle descend, voilà, exactement. Elle descend les escaliers. J'étais à, ah bah ouais, j'avais mis 20 secondes. Ah bah on est à 1:40. Ok. Très bien, très bien. Ça, c'est Et tu peux intéressant. rien faire. Et t'as 2 plans. Donc t'as, bah oui, ça va faire 1:40. Ça va être long, ouais. Vous l'avez déjà fait, ça, de prémunité dans les décors, peut-être ou Bah non, parce qu'il y a Non. des gens, on essaye d'être respectés sur le film, donc faut le faire tout ça seul. chez nous. Mais après, ça n'a pas une importance aussi folle que ça. En vrai, le préminutage, c'est un étalon. Moi, je pense que c'est pour ça aussi que c'est infernal à faire. C'est que t'as envie d'avoir raison. T'as envie d'être juste. Mais tu seras jamais juste. Et c'est juste un étalon sur lequel les gens vont se dire, ah ok, le film fait 3h40 ou non, il fait 1h20. Mais en vrai, entre 1h40 et 2h10, maintenant, on s'en fiche, quoi. Ouais, c'est bien que tu dis ça parce que j'y crois beaucoup. Je pense qu'après, c'est différent à la télé. Les prods, elles veulent pas passer les 2 minutes. Hein. Si elles partent avec un truc qui dépasse 2 minutes, elles sont pas contentes hein, quand même. Hein. Ouais, ça dépend, ouais. Ça enlève une séquence de diffusion Oui, oui. par jour. Hein. Oui, c'est Mais vrai. c'est Une pour ça séquence, que pardon, je pense que séance, ma pratique, elle est un peu biaisée, en fait, parce que j'en ai fait très peu, des projets calibrés. J'en ai pas fait beaucoup. Ouais, plutôt les projets de cinéma. Ouais, ouais. Ouais, mais même dans les projets de cinéma, ils ont quand même en fait, ils veulent juste savoir si le film il est dans la norme. Mais en vrai, le prémutage, c'est un jeu auquel, de toute façon, t'es toujours perdant. Mais On oui. n'a jamais eu quelqu'un qui dit le film fera 1h39:00. À la fin, le film fait 1h39:00. Moi, déjà, je fais des fourchettes parce que je considère que j'ai une marge d'erreur. Et quand tu calcules avec une marge d'erreur, ne serait-ce que de 5 secondes par séquence, t'arrives sur des marges, t'es en mode, bah, le film fait entre 1:30 et 1:50. Ça veut dire que c'est juste un film à peu près normal. Mais après, c'est vrai que moi, des fois, je me vois le soir dans des états pas possibles à me dire, un peu comme toi, cette histoire d'escalier, t'es là genre, ah putain, j'avais prémuté 20 secondes, ça fait 1:40. T'as l'impression que le soir, ça va toquer à ta porte et que c'est la police du minutage, quoi. Allô, oui, attention, vous avez mal. Mais en fait, pensif à la fenêtre, il fume une cigarette. Comme je dis souvent, chez Danny Boone, c'est 10 secondes et chez Haneke, ça peut être 2:30, tu vois. Donc, il y a un moment donné où la somme d'informations à réunir, avec quel réel tu vas bosser, comment il va le découper, qui va jouer, comment il décore, le sentiment et le rythme du film, c'est des informations où, effectivement, le seul minutage qui vaut le coup, c'est celui que tu fais juste avant de tourner, où t'as emmagasiné ta prépa, tes infos. Quand on t'appelle pour une prod de quelqu'un que tu connais pas, en te disant, bah, le réalisateur a dit que c'est une comédie, ça va être rapide, et que t'as pas d'infos, c'est quand même un peu aléatoire. Mais ce qui est ouf, c'est qu'on n'a pas encore avancé sur c'est quoi vos tâches préférées de script, du coup. Alors, Julie, elle a à moitié répondu. On a une demi-réponse déjà, exactement. Mais moi, je préfère le tournage. On a imaginé des tonnes de trucs. On nous a raconté des tonnes de trucs. On en a lu plein. Et à un moment donné, il se passe quelque chose devant toi et t'es là genre... Ça prend forme. C'est hyper excitant, quoi. Oui, moi c'est pareil. Bah, c'est-à-dire qu'en fait, on est à la place idéale. Mais ouais. Vous n'avez pas une tâche en particulier les unes les autres qui vous revient, qui vous plaît Je vraiment sais pas plus si dans c'est votre une tâche. boulot? Moi, je pense que définitivement, c'est le fait de collaborer avec un metteur en scène ou une réalisatrice. Et bon, je pense que tout le monde a très bien compris que c'est le minutage que j'aime le moins. Mais, mais par contre, non, c'est vrai que moi, c'est la collaboration. En fait, ce que je préfère, c'est un moment vraiment précis pendant le tournage aussi. Parce que, voilà, je travaille au bureau de prod, donc je fais la prépa toujours avec l'équipe. Le tournage, évidemment, non, moi, ce que j'aime, c'est quand ça fait 1 semaine ou 10 jours que je travaille avec un réalisateur, une réalisatrice, que je connais pas ou peu, ou même avec qui je reconnecte, et qu'à la fin d'une prise, j'ai dans la tête, on va dire, une douzaine de problématiques ou de points, et qu'en fait, il se tourne ou elle se tourne vers moi et me parle, et que je réalise que, en fait, mon cerveau s'est formaté selon ses attentes et ses envies, et que je vois le film comme lui, de la prépa qu'on a eu ensemble, que ça y est, je partage la vision qu'il a, et c'est tellement différent selon les réalisateurs, ceux qui sont plutôt axés sur le jeu, sur l'émotion, sur la narration, sur des problèmes techniques. Voilà, je suis tellement d'accord avec Isabelle, c'est de loin la meilleure place sur un plateau, sans aucun doute. On est au cerveau, le centre du plateau. Oui, puis d'être tout le temps avec à côté de metteur en scène, Ouais. on a quand même, on est un peu courant de quand il parle à son assistant, ou tu vois, qui veut changer un truc, je sais pas comment dire, on est une éponge quand même à côté de lui. Hein. Puis c'est quand même un espèce de jeu qui est hyper chouette parce qu'en fait, tu peux quand même proposer plein de choses et en fait, tu fais tout ça dans la suggestion et dans une liberté que moi je trouve hyper confortable parce qu'en fait, ce que tu portes, c'est dénué de... On n'a pas à finir la journée... Enfin, je dis ça... Alors, C'est toi qu'on va plus appeler. mon objectif... Non, mais c'est-à-dire que quand tu proposes quelque chose à un réalisateur, il sait que t'es pas en train de chercher à finir plus vite, à obtenir une belle bande démo. Enfin, je dis ça, je diabolise pas les autres postes, hein, mais je pense qu'en tout cas, la script, elle a un regard sur ce qui se passe qui est détaché de tout, si ce n'est essayer de faire en sorte que ce soit... Tu cherches pas à protéger ton son Ouais, ou ta lumière tu ou protèges ton... rien à part la faisabilité de ce que t'es en train de faire et le scénario qu'on a tous envie de voir, quoi. Puis il y a une confiance. Ouais.
Mais je pense que cette confiance, elle existe aussi parce que t'es loin et que, en fait, ce que tu dis, il le prend, il le jette, on s'en fiche. Enfin, tu vois. C'est forcément désintéressé, ouais. Ouais. Travail pour le film. Enfin, des fois, on se dit quand même, il a le tort de le jeter, mais enfin bon. À part le pré-minutage, du coup, une tâche que vous trouvez peut-être la plus laborieuse. Non, c'est le rapport de prod, ça c'est l'ennui le plus total et définitif. Alors ça c'est un résumé pour la production, qui était là, quel décor, quel horaire, combien de figures. En fait, c'est un état des lieux en fin de journée, de quelle heure à quelle heure on a tourné, combien de plans on a fait, combien de séquences on a fini, combien on a supprimé, le minutage qu'on avait prévu, le minutage qu'on a réalisé, Ouais. Combien de plans on a fait, les combien de séquences gigas on a consommé. Ok. Les acteurs qui étaient là, à quelle heure ils ont fini, combien de figurants, les renforts. Il y avait rien d'artistique là-dedans, du coup. C'est Non. pour ça que ça Non vous a seulement il y a peut-être rien moins. d'artistique, et puis en plus 95% des informations qu'on note, ce sont des informations qui existent déjà sur un format assez sympa qui s'appelle la feuille de service. Et c'est vrai que comme tous les gens autour de la table t'estiment et tu penses que ton temps de cerveau disponible doit être là pour le réalisateur ou la réalisatrice, donner des idées, penser à la narration, l'émotion, qu'est-ce qu'on raconte, où on va, est-ce que ça a du sens. Le fait de perdre ne serait-ce que 10 secondes pour prendre le temps de copier l'adresse du décor auquel on tourne ou le nom des 17 renforts d'aujourd'hui, c'est vraiment des moments où tu as l'impression d'être en 1952 et d'être une secrétaire et où tu te dis c'est fou, je pourrais peut-être avoir des bonnes idées ou noter quelque chose qui fonctionne pas, mais non, je vais aller vérifier auprès des machinaux qu'il y a bien un petit renfort. Ou moi maintenant j'annote la feuille de service, mais dans l'idée Oui, mais ça par rapport à l'origine du boulot, c'est Oui. on a quand même une place au regard du metteur en scène qui s'est énormément amplifiée parce que les assistants sont débordés par des plans de travail qui tourbillonnent et qui sont serrés comme des sardines dans une boîte, les séquences. Donc puis on essaie de la fin de journée, on est fatigué, on en a ras-le-bol quoi. On a noté des choses toute la journée, on a écouté toute la journée. Puis, les 3/4 du temps, en plus, on te renvoie le truc en disant alors tu t'es trompé. Parce qu'en fait, à la prod, ils ont déjà toutes les infos, en vrai. Ces infos, à part le pré-minutage et le minutage qu'on est les seuls à avoir, toutes les infos, ils les ont. Ouais. Et ils te disent alors tu t'es trompé sur le nombre de figurants en jour 8, on est en jour 62, t'es là. Ah d'accord, bah du coup, je vais le corriger parce qu'ils les lisent, mais 1000 ans après. Et des fois, après le tournage, moi, je remplis encore des trucs où je me suis trompée, évidemment. Puisque comme ça nous intéresse pas beaucoup, on le fait pas bien. Et alors ça, c'est un truc en plus qui est spécifiquement français, parce que dans les autres pays, c'est juste les trucs que seuls nous savons, c'est-à-dire le nombre de séquences, le nombre de plans, le pré-minutage, mais tous les trucs de renfort, machin, tout ça. C'est la prod qui le fait. Ouais. Est-ce que vous échangez des fois avec les scénaristes en particulier? moi, ça m'arrivait, alors, pas dans des configurations de long métrage. Alors après, il y a aussi les réalisateurs qui écrivent eux-mêmes leurs scénarios, ceux qui font des films Oui, c'est de ça. commande. Donc moi, les fois où j'ai le plus échangé, c'était sur une série. Et c'était le fait de deux choses. La première, c'est que j'avais beaucoup de prépa, j'avais 2 mois de prépa, donc je suis arrivée, je pense, bien plus en amont que j'arrive d'habitude sur les projets. Ouais. Et l'autre chose, c'est que comme c'est une saison 2, je connaissais les gens qui écrivaient. Et en fait, suite à ma première lecture et au fait d'établir la chronologie sur combien de temps se passe l'histoire, la continuité générale, j'avais une liste de questions, des choses que je trouvais incohérentes ou que je comprenais pas. Et donc, je me rappelle avoir eu une très longue session. Et en fait, pour le coup, pas avec le réalisateur, mais directement avec le scénariste, qui m'expliquait certaines choses que j'avais pas compris ou qui au contraire me disait ah oui c'est vrai là c'est une erreur parce qu'évidemment ça a été réécrit. Et voilà, on a dû passer 2h30 à parler ensemble. Et en fait moi ce que je trouve extraordinaire c'est que il est parti avec mes remarques, mes notes, et en fait le draft d'après il avait rentré toutes mes notes dessus qui étaient pas des notes de réécriture parce que voilà, moi je suis script, je suis pas scénariste, mais plus des détails ou des choses qui étaient incohérentes où normalement ce que je fais c'est écrire en très gros et en rouge. Là à ce moment-là, il faudra qu'il dise ça alors qu'il a écrit ça, et là en fait c'était magique parce que il avait déjà tout intégré dans le scénario et que voilà, tout était cohérent et que j'avais pas à me soucier de changement de texte ou d'incohérence. J'ai trouvé ça vraiment très chouette. Moi, ce qui est compliqué, c'est que les 3/4 du temps, c'est les réalisateurs qui sont les scénaristes. Donc, en fait, c'est un peu mélangé. Oui, c'est souvent la réponse aussi. Ouais. Ouais, Mais en série, moi ça m'est arrivé avec la personne qui supervise l'écriture de tous les épisodes. ouais, c'était sur Drôle. Ouais, et c'est elle que j'ai rencontrée en premier parce que c'est elle qui castait l'équipe technique en fait, puisqu'il n'y avait pas de metteur en scène bloqué à ce moment-là. C'était pas final, c'était 6 mois avant de tourner. Hein, donc oui, voilà, il y a des incohérences, il y a des trucs. Alors là, évidemment, il y a des coquilles partout de structures d'avant. Il y avait une écoute, j'ai été surprise. Bon, c'est une personne, Fanny, très aimable, et ça a été très bienveillant. Je connaissais pas, moi, la série, c'est la seule fois que j'en ai fait. Donc Et Julie, du coup, toi, de ton côté, Oui, moi, ça m'est arrivé une fois aussi. Alors, c'est effectivement rare que ce soit pas la même personne qui réalise et qui écrit. Mais ça m'est arrivé une fois avec un scénariste. Pareil, j'étais arrivée en avance sur le projet. Enfin, assez en amont. Et j'ai repéré des trucs d'incohérence et juste, je lui ai fait un mail et il m'a répondu, il les a intégrés.
tout bêtement, quoi. Vous pensez qu'il faudrait que vous collaboriez davantage avec des scénaristes pour les aider à la cohérence en amont? C'est quelque chose qui vous plairait? C'est très intéressant d'être très en amont d'une écriture, de l'idée d'un projet. Enfin, je pense que c'est très souhaitable pour améliorer la qualité de notre présence, tu vois. Il y a une réalisatrice avec qui j'ai déjà travaillé qui m'a dit, là, elle a 2 projets qu'elle a proposés à ses producteurs. Ils lui ont dit, il manque quelque chose. Sans avoir réussi à identifier ce qui se passait, elle m'a dit, est-ce que ça t'embête de les lire? Je te demande pas de me trouver la solution, mais ça m'intéresserait d'avoir un ping-pong, qu'on en discute. Peut-être que j'arriverai à trouver ce qui manque ou ce qui manque pas. Mais en fait, c'est très particulier. C'est parce qu'on a déjà travaillé ensemble, qu'on se connaît, qu'elle a confiance. Sur le tournage, en fait, même si c'est des choses qui n'ont pas eu lieu en amont, pendant la prépa, de toute façon, ce retour sur la cohérence, on va le faire, puisque ça fait partie de notre travail, en fait. Ouais. Donc, la question, c'est juste à quel moment il intervient. Mais en fait, il a toujours lieu. Puisque, comme on disait tout à l'heure, un scénario n'est jamais terminé. Ouais. Comme on se confronte avec un réel qui modifie ce qui a été écrit, on est en permanence en train de revenir à ce qui a été écrit, l'information qui est donnée, celle qui manque, celle qu'il faut donner. Et donc, en fait, on est en permanence en train de dire, voilà, là, maintenant, on ne dit plus quel âge elle a, sauf qu'on a besoin de savoir ça pour X ou Y raison. Si on le dit pas maintenant, à quel moment on peut l'intégrer? Donc, en fait, on est en permanence en train de micro-réécrire ce scénario. Mais c'est vrai que, en vrai, plutôt, il a lieu, je trouve. Enfin, parce que moi, je suis peut-être plus laborieuse que vous. En tout cas, je pense que j'ai moins d'expérience. Et c'est vrai que, autant je pense que je fais des retours de lecture cohérents, enfin, à mon niveau et tout ça, mais souvent, à travers, donc toi, tu disais les continuités, mais tous les documents qu'on fait. Ouais. Moi, des fois, ça fait des semaines que je bosse sur un projet. J'ai l'impression d'avoir une idée globale des problématiques, d'avoir soumis des idées ou quoi. Et en fait, en faisant, par exemple, la chronologie personnage d'un personnage secondaire, où je me pose la question de c'est quoi son parcours dans l'histoire, tout d'un coup, en l'ayant sur le papier, alors que ça fait des semaines que je travaille, je me rends compte que il y a toute une partie du film où il est pas là, ou après ça vient aussi parfois avec comment évolue le tournage. Alors là pour le coup c'est un exemple concret, mais pareil sur une série, c'était un personnage, c'était un enfant, donc j'avais fait sa chronologie, il était là, il apparaissait dans tous les épisodes, etc. Puis c'est un enfant, donc ça pose des problématiques d'apparition, c'est compliqué de faire venir des enfants, il faut qu'ils soient là que 3 heures par jour, que ce soit pendant des jours ils travaillent pas. Et en fait petit à petit, au détour de quelques réunions, ça s'est pas décidé comme ça, mais on l'a enlevé d'une séquence, puis d'une autre, parce qu'il était juste dans un coin de la pièce et tout. Et en fait, en mettant à jour mes documents, je me suis rendu compte qu'en fait, la dernière fois qu'on le voyait, c'était par exemple dans l'épisode 7, alors qu'il était censé être là jusqu'à l'épisode 9. Et surtout qu'en fait, sa présence et son existence justifiaient quelque chose de très important. Et tout d'un coup, je me suis rendu compte de ça. On allait tourner dans 10 jours. Et c'était pas une réunion un peu maléfique, genre on va enlever toutes les séquences de l'enfant. Non, ça s'était fait un peu comme ça. Et je me suis dit, bon voilà, moi ça me pose un énorme problème, je pense qu'il faut qu'il revienne. Alors après, le tournage a commencé et j'ai pas lâché l'affaire. Et donc, j'en parlais, je disais, il faudrait vraiment qu'il soit là. Donc j'ai essayé de trouver des solutions. À un moment donné, tel personnage dans la voiture, il pourrait apparaître sur un FaceTime. Ou j'essayais, mais c'est compliqué parce que c'est encore une fois un enfant. J'ai même contacté directement le scénariste pour essayer de lui en parler. Bon, voilà, spoiler alert, j'ai pas réussi. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est vrai que ce truc de cohérence, par exemple, j'aurais adoré m'en rendre compte dès le début ou faire une note en disant attention, il faut bien que l'enfant soit présent jusqu'à la fin, mais je l'ai pas fait. Ouais. Et donc j'ai l'impression que si tout ça, je l'avais appréhendé plus tôt, je peux pas m'empêcher de me dire que j'aurais eu gain de cause et que ça aurait peut-être fonctionné. Donc plus tôt, je trouve, on intervient et plus on fait une prépa qui est longue et plus je trouve qu'on a des chances de faire des remarques judicieuses et intéressantes sur le scénario. Mais après, je reviens quand même sur le fait que de toute façon, ces choses, elles changent au fur et à mesure. C'est quelque chose qu'il faut tenir sur la durée et qu'on est les seuls à faire. Ce film dont je te parlais avant qu'on commence, où on a coupé énormément de séquences, c'était la même chose avec un chien. C'était un personnage essentiel du film parce que les 2 personnages se rencontrent à cause de ce chien qui est très important pour le personnage féminin. Il se trouve qu'on a supprimé beaucoup de séquences, que c'est toujours compliqué de tourner avec un chien. En plus, le chien, en arrivant dans le décor principal le 2e jour, a mangé de la mort au rat. Donc en fait, il a fini à l'hôpital. On a cru qu'il allait mourir. Donc à un moment donné, on a essayé de trouver un 2e chien. On savait pas si on en trouvait un. Il n'est pas mort, je vous rassure, le chien va bien. Tout va bien. Un film se met en Mais si tu veux, pendant tout un temps, sur le film. D'un seul coup, on faisait quoi? Est-ce qu'on trouve un chien de remplacement? Le réalisateur disait non, je veux ce chien, c'est très important pour moi. Moi, je disais le problème, c'est que si on continue comme ça, on n'aura plus de séquences avec le chien, parce qu'on n'a pas tourné la disparition du chien, on a tourné la rencontre, les retrouvailles. On n'a pas ce qui se passe au milieu. Moi, je disais, je m'en fous, je veux filmer avec un chien. Il faut qu'on voit un chien. Donc en fait, si tu veux ça, tu peux l'avoir fait avant. Au final, t'es quand même en train de le faire sur le tournage parce qu'à un moment donné, nous, notre travail, c'est de faire en sorte que ça tienne debout malgré
les milliards d'embûches qu'il va y avoir sur la route de cette cohérence qu'on a essayé de bétonner. Oh, tu peux faire ce que tu veux en prépa, hein, elle va éclater ta cohérence. Donc toi, il faut juste que tu sois là pour dire non, on filme avec un chien. J'adore l'idée. Supplie. Ce serait un chien faux raccord, mais il y aura un chien. Je veux un chien, même une queue qui bouge dans un fond. Je veux un Donnez-moi chien. des poils. Donnez-moi un truc. Il y a des moments où j'ai dû suffisamment perdre l'essentiel pour que maintenant, vraiment, une de mes moments fétiches, c'est de prendre le temps, une après-midi, 2 heures en voiture, que sais-je, avec le réal, la réal, les réals, me poser la question de sur chaque séquence, quelle est l'émotion, l'intention de narration. Enfin, s'il y avait en 2 mots à écrire cette séquence en termes d'émotion et de narration, lesquels ce serait? Et de les écrire comme une enfant, en rouge, à côté de mon intitulé de séquence. Je trouve que c'est un exercice intéressant avec les réals, parce que ça les oblige à se poser la question de, en fait, pourquoi cette séquence est là, à quoi elle sert? Et aussi, je crois que j'ai vécu trop de moments où, en fait, t'es sur des séquences et c'est... Alors, moins impressionnant que l'histoire du chien, mais des moments effectivement un peu apocalyptiques, genre il est 21h, il commence à faire nuit, le comédien est malade, il y a un problème de reflet, on trouve plus un accessoire, tout le monde focalise sur la vitesse d'un travelling ou sur un reflet de perche. Tout d'un coup, t'es là, tout le monde coupe les cheveux en 4, t'essayes de faire quelque chose du mieux que tu peux, t'as la pression, etc. Et en fait, à un moment donné, voilà, de se recentrer et de se dire, en fait, c'est ça l'essentiel, c'est cette émotion qu'il faut passer, c'est cette information narrative qu'il faut passer. Ah, mais ça, la présence d'une scène, ça c'est vraiment une question qu'on a en permanence avec un metteur en scène. Hein. Ça c'est la colonne vertébrale sur le plateau, je dirais vraiment, de notre intervention. Je pense que c'est l'essentiel. Parce que ça ramasse tout de suite le metteur en scène sur pourquoi elle est restée celle-là. Et effectivement, il est obligé de verbaliser, donc son esprit se synthétise, si tu veux, et on voit effectivement si pendant qu'on la tourne, on s'éloigne du chemin. Ça, c'est très très plaisant. Chaque fois, prendre le temps de se dire pourquoi cette scène, elle est vraiment Pourquoi nécessaire. elle est toujours là. Oui. C'est-à-dire pourquoi les autres sont partis, pourquoi celle-là reste. Mais ça, c'est beaucoup aussi, moi je trouve, avec des premiers films. Et c'est très intéressant, les premiers films aussi, pour ça. On est une espèce de boussole. Puis quand on voit que la mise en scène ne sait pas comment commencer cette séquence, ça zone complètement. Et là, tu dis, juste raconte-nous pourquoi tu as écrit cette séquence. Et en fait, le fait de verbaliser donne l'idée d'un plan. Et c'est des moments très forts de découverte, d'ouverture. De toute façon, dès qu'il y a une mise en scène qui sort pas, faut toujours poser la question pourquoi elle est dans le scénario. Mais le dire vraiment à haute voix, un peu public. C'est-à-dire qu'un chef-op écoute, lui, ça le déclenche aussi. C'est ultra central. Des fois aussi, ces séquences, elles n'arrivent pas à se mettre en place ou à sortir parce qu'en fait, au fond, des fois, la réponse est je sais pas. Et du coup, la question, donc là, on en revient à ce que disait Cécile. Pourquoi est-ce qu'on en a besoin? Parce qu'il y a cette information. Est-ce qu'on peut pas la mettre ailleurs? Est-ce qu'on a vraiment besoin de la tourner? Alors évidemment, on n'est pas là pour prendre des ciseaux et tout couper, mais on questionne. Et ce que je trouve qui est très vrai dans ce que dit Isabelle, c'est l'intention qu'il a et le chemin qu'il prend. Moi, c'est les moments aussi que je préfère, c'est les moments où en fait le chemin était là, c'est une scène où le réalisateur ou la réalisatrice il nous a dit plein de fois que c'était essentiel, que c'était ça, ou un plan séquence, cette séquence, c'est ça que je veux, etc. Et puis tout d'un coup, le jour arrive et il fait autre chose, ou elle fait autre chose. Et pourquoi pas? Mais pourquoi? Et pourquoi est-ce qu'on prend ce chemin de traverse? Et c'est hyper intéressant. Et re-questionner ça. Voilà, re-questionner. En fait, vérifier qu'il est au courant qu'il prend un chemin de traverse. Ouais. Ou qu'elle sait pourquoi elle change de chemin. On balise. Boussole, c'est bien. J'y ai jamais pensé, boussole. On veille. On l'aide à affirmer ses choix. Nous, on veille. On veille. Ah ouais, T'en on veille reviens à sur cette quelque première chose. lecture où toi, quand tu l'as lu, tu t'es super ennuyé, ou alors il y a un personnage que t'as détesté. Moi, ça m'arrive. Il y a des mecs, je suis là genre, ah, je l'aime pas, ce personnage, j'aimerais qu'il dégage. En fait, tu te rends compte que c'est hyper important que tu ne l'aimes pas. Et qu'au moment du tournage, peut-être que tout le monde l'a trouvé hyper chiant, tout le monde est en train de lisser ce truc, et toi, tu te dis, attends, en fait, je pense que c'était hyper important qu'il soit antipathique. Et donc, c'est là où, à nouveau, t'es en rapport avec ta propre boussole et où tu te dis, moi, quand je l'ai lu, j'avais compris ça et ça a déclenché ça. Est-ce que c'est ce que t'as voulu dire ou je me suis trompée? Du début à la fin, en fait, nous, on est obligé de faire le va-et-vient entre ce qu'on est en train de fabriquer et le spectateur qu'on a été, qu'on sera, que sera notre grand-mère. Moi, je pense aussi beaucoup à ma grand-mère en me disant, est-ce qu'elle comprend ce qu'on est en train de faire ou pas? Parce que c'est quand même important. Enfin, c'est une grand-mère symbolique, tu vois, mais cette personne qui n'a pas lu 62 fois ce dialogue, est-ce qu'elle comprend de quoi ils sont en train de parler ou pas du tout, en fait? Moi, je parle tout le temps du spectateur. On est spectateur en permanence. C'est un truc qui nous est arrivé à tous. Tu demandes à un réalisateur, mais ce personnage, tu peux me dire 2-3 mots avant de tourner. Il va te dire, oui, bah, c'est quelqu'un qui, et qui que, et que qui. En fait, 80% de ce que tu viens de me dire n'est pas dans le scénario. Tu as écrit 12 versions où il y avait qui que, mais là, ce qu'on va tourner nous, il y a 20% de ce que tu viens de me dire. Donc, comment tu nourris un spectateur? Si tu amènes ça dans une assiette, il va tomber dans l'assiette. Et ça, c'est hyper souvent. Même des gens qui ont de la plume, qui écrivent avec aisance, qui font ce métier depuis longtemps, et tu te dis, en fait, c'est un personnage qui n'aime pas tout à fait, et qui n'ont pas du tout construit de A à Z. Comme par exemple, il y a des réalisateurs-auteurs qui écrivent assez mal les rôles féminins,
ou d'autres qui écrivent assez mal les rôles masculins. Et dès que tu arrives sur leur rôle féminin, film après film, tu vois que ça blesse toujours. Ça blesse jusqu'à leur dire, en dehors du contexte du tournage, disons la prochaine fois tu prends quelqu'un qui va écrire les rôles un peu féminins, puis ça va t'aider, tu vois, un peu sur le ton de la blague. Ils sont envahis par leurs personnages. Nous, non. On est beaucoup plus dans le concret à ce moment-là. On est en retrait, en fait. La script, c'est quelqu'un qui entend tout le monde discuter et dire ce que c'est, que pourquoi, que comment. Et puis tu vois que ça zone, ça n'aime pas le décor, ça, tu vois, t'essaies de comprendre un peu ce qui fait partir par là, alors que, ou les gens oubliés, ou ils ont d'autres problèmes aujourd'hui sur le plateau et que c'est ça, la division du travail, c'est-à-dire un chef-op qui a des emmerdes jusqu'au plafond, le pauvre, et qui se souvient pas de cette discussion-là, on va pas lui en vouloir. Mais nous, on est un peu obligés de se souvenir de ça. C'est pour ça qu'on griffouille notre scénario, mais bien avant de tourner. Déjà, après, quand on a tourné, c'est lisible, mais on prend des notes en rouge, en machin, quand dans la voiture, il dit tati-tata, paf! On est la personne du plateau qui le ramène à ça et qui le questionne là-dessus. Et s'il n'argumente pas, on lâche pas trop quand même, hein, parce que la fatigue, une engueulade avec un comédien, un truc. Et il a eu des échos du montage ce matin à 8h, enfin, ils l'ont fracassé sa journée avec des commentaires. Et puis c'est facile de se dire que tout d'un coup, créer un film, c'est quelque chose d'incroyable où chaque jour on se lève et tout. Mais c'est pas vrai. Tout le monde pense au présent. Pourquoi ce projet il est pas allumé? Qu'est-ce qu'on mange à la cantine? À quelle heure on coupe? Oh là là, il reste du café. Mais attends, en fait, on n'a pas la veste. Tout le monde est dans des problématiques qui sont concrètes là maintenant. Et la script, c'est vraiment la seule qui est qu'est-ce qu'il y a avant? Où est-ce qu'on va? Il faut forcément beaucoup de recul. Et ce que j'aime aussi dans ce que dit Isabelle, qui est vrai, c'est que les réalisateurs ou les réalisatrices ont cette capacité de nous tartiner avec des tas d'explications qu'on finit par accepter, mais qui n'existent pas. Concrètement, avec un exemple concret, je lis un film. Je vous passe ces détails, mais au début, il part du Maroc et il fait une école d'architecture. Je lis, il faut établir la continuité. Sur combien de temps se passe le film? Moi, je me dis, il est à l'école pendant 1 an ou 2. Je fais des propositions de dates, etc. Sur combien de temps se passe le film? Le réalisateur me dit, ah non, pas du tout. Une école d'architecture, ça dure 5 ans. Et c'était important parce que pendant ce moment où il était à l'école, il tombait amoureux de ce personnage. Et ensuite, toute la suite du film, c'est le fait de reconquérir cette fille, etc. Donc l'enjeu, c'était pas combien de temps ça dure une école d'architecture, c'était pendant combien de temps cette espèce d'amour transit pour cette fille qui n'est pas mutuelle, etc. Moi, je lui dis, je ressens que quand je l'ai lu, j'ai pas du tout senti que ça durait 5 ans. C'est-à-dire qu'il y a 3 séquences et demie dans une école, il arrive du Maroc et tout. Je leur dis, je pense qu'il faut écrire des choses, en fait, parce que là, on sent pas du tout que ça dure pendant 5 ans. Oui, on essaiera, machin, etc. Je lance même l'idée d'une perruque, avec cette espèce de truc optionnel nul. Isabelle, je t'interdis de continuer à rire. Ce côté où tu te dis, tu sais, comme si dans la vie, tu pouvais pas changer de coupe de cheveux du jour au lendemain. Non, au cinéma, quand quelqu'un change de coupe de cheveux, c'est que il s'est passé des années. Du temps est passé, Sauf que personne n'a envie de mon idée, parce que la perruque, ça veut dire qu'il faut l'amener au Maroc quand on va tourner au Maroc, donc il faut amener un perruquier et tout ça. Donc tout le monde est là, genre, tu nous emmerdes avec ton histoire de perruque. Mais on trouvera une solution. Bon, je lâche l'affaire. Bébé script, un peu genre, d'accord. On tourne tout ça. Et le dernier jour, bien sûr, on se rappelle de mon idée, on est là, genre, on va improviser. Donc on part dans Paris avec le comédien, sa perruque et une caméra. Et on filme des poncifs absolus du mec qui revient du Maroc et qui est perdu à Paris. Donc il est perdu devant une affiche, il essaye de traverser, il manque de se faire écraser. Il est dans l'école, on lui change son sac à dos. Enfin, on fait des vignettes comme ça. En se disant, franchement, avec un petit coup de scotch et de glue, ça va fonctionner. On part au Maroc avec la perruque et tout, et on part. Et moi, je me dis, j'insiste pas. J'ai pas le courage de mes convictions de dire, si c'est important que ça dure 5 ans, il faut que quelqu'un s'assoie à un bureau, écrive des séquences et qu'on le sente. Donc voilà. Au final, en fait, il y a une séquence, il rentre avec un sac à dos et puis un plan large comme ça avec une fontaine. Et en bas à droite, il y a écrit 5 ans plus tard. Et chaque fois que je vois ça, je suis là genre... Je t'aurais dû vraiment beaucoup plus insister. Et je me rappelle de ça, toute mon idée de trip et d'intuition, de me dire, en fait, si t'as pas senti que ça durait 5 ans, le spectateur, la grand-mère, elle pensera pas que ça durait 5 ans. Voilà. Et la lutte, c'est surtout de leur faire comprendre que c'est pas en changeant 20 000 fois de costume que le temps va passer. Parce que c'est un piège de montage absolu. Si tu fais ça, tu peux pas changer les choses. Et on sait très bien que les choses changent beaucoup en montage à nouveau. C'est là où on revient à être un peu plus smart. Faut essayer d'avoir d'autres idées, je pense. Qu'est-ce qui, dans un scénario, peut vous mettre vraiment au défi ou en difficulté? Je dirais des fois où il y a des continuités complexes, entre guillemets, ça peut être plein de choses, mais des fois des temporalités qui se croisent ou des choses comme ça un peu compliquées. Enfin, moi, perso, j'ai eu un projet une fois qui m'a demandé de faire d'autres documents que je fais d'habitude, en plus, parce que ça suffisait pas pour décortiquer les choses. Donc j'ai dû faire des temporalités par décor ou par je sais plus quoi. Mais c'était pas amusant. Et c'était très drôle, j'ai adoré. Oui. Ouais. J'ai mené une enquête et tout, et à la fin j'ai appelé le réal en lui disant alors là il y a lui qui est en train de pisser dans le jardin, c'est pas possible parce que sinon l'autre il le voit. Et voilà, c'était hyper marrant. Sinon moi le truc qui finit par être pénible, c'est les choses qui sont semi-écrites. Des dialogues qui n'existent pas, ou d'un seul coup tu te retrouves sur le plateau à dire
Et alors là, du coup, ils disent quoi? Parce qu'il y a marqué, pendant qu'ils discutent avec l'instituteur, il se passe tel truc, et t'es là, super. Et donc, on lui fait dire quoi, l'instituteur, qui n'est pas comédien, qui ne sait pas improviser? Tu te retrouves à écrire un demi-truc sur un coin de table à la cantine, parce que tu dis, donc il y a cette séquence dont je vous parle depuis 2 semaines où on sait pas ce qu'ils se disent. Je crois que plus ça avance et plus j'ai envie que les gens ils parlent de moins en moins. Ouais. Il y a rien de plus insupportable que des gens qui disent ce qu'ils sont en train de faire. En tout cas, c'est quelque chose que tu découvres quand tu fais du minutage. Moi, j'essaie de travailler sur le fait de proposer des fois aux réalisateurs, aux réalisatrices, d'essayer de faire la scène sans dialogue et aussi tu sais, la question qu'on avait sur pourquoi cette scène est là. Je trouve que des fois se poser la question de qu'est-ce qui est indispensable. Si t'avais un flingue sur la tempe, quelle est la réplique ou quelle est vraiment l'information ou les choses que les gens disent dans cette scène qui est vraiment importante. Ou tu vois, si jamais ton film faisait 2h45 et qu'on devait enlever des choses, ça m'arrivait, tu vois, de voir des scènes que t'as tournées, que t'as passé des après-midi entières et qui durent hyper longtemps. Puis une fois monté, en fait, il y a des gens, ils se regardent, ils sourient et puis c'est tout. Parce qu'en fait, l'information de cette scène, c'est qu'ils se rencontrent et qu'ils s'apprécient. Du coup, j'essaye de me poser souvent la question de ça sur le texte. Qu'est-ce qui est indispensable de se dire ou pas? Et enfin, Isabelle. Le triple flashback, je trouve ça un peu... Qu'est-ce que c'est un triple flashback? Un triple flashback. C'est-à-dire que t'as un temps de flashback, un deuxième temps de flashback et un troisième temps de flashback. Je me dis, s'il y a rien d'autre à raconter autrement, quand même, j'ai trouvé ça une fois sur un téléfilm, j'ai fait, mais c'est un truc ne regardant pas la télé, en fait. Et donc, j'ai vraiment eu l'air idiote. Et je dis, mettez en scène, mais pourquoi il y a 3 ouais. Bien, ça, c'est la télé, hein. Quand on peut pas raconter des trucs complètement dingues, on fait 3 flashbacks et ça... En même temps, sur un long métrage, j'ai eu un metteur en scène très connu, qui est charmant. Je lis son scénar, qui était un truc un peu pas abouti, tu vois, mais c'était un bottin comme ça. Je lui dis, dis-moi, le point le plus reculé de ton scénario dans le temps de l'histoire, c'est quoi? Il me dit, je sais pas. Là, on était mal partis. Et la continuité a été un enfer à faire. Mais un enfer. J'ai trouvé ça très, très complexe. Je lui ai rendu un tableau, en fait, graphique. Et à partir de là, bon, ils ont retouché beaucoup de choses. Je ne savais pas lui dire grand-chose sur son scénario, parce que j'étais tellement à comprendre ce déroulement du temps. Et alors ça, c'était 9-10 mois avant de tourner. Waouh. Il l'a fait lire à son assistant et à moi, enfin, que je sache. Et vraiment, c'était pour qu'on l'aide avec chacun nos points de vue, tu vois, de recoudre, quoi. De recoudre des choses. Et puis à partir de là, ils sont repris en écriture. C'est génial que tu finisses par faire un tableau et tout ça. On est dans un truc qui est très intellect, mais il y a des moments où à un moment donné, t'es là genre, ok, un papier, un stylo, moi je prends des calendriers. Tu sais, je sors un calendrier et je note les jours de continuité. Je trouve que des fois, avoir un aspect visuel et pragmatique, comme tu dis, un tableau ou même un graphique ou une timeline, à un moment donné, c'est rendre quelque chose d'intellectuel, genre concret. Ce que je lui ai dit quand je lui ai rendu le croquis, tu vois, je pense que ça switch de moment trop souvent. L'émotion ne peut plus être portée par sur un temps. Bon, et après, j'ai compris qu'en fait, il avait tout jeté dans le sac et puis qu'il nous l'avait donné en ayant secoué un peu. Quoi, tu vois, vraiment, c'était... Mais il en reste quoi, du coup, de tous ces croisements? Ils ont beaucoup simplifié. Ah oui. Voilà, c'est ça qui m'intéressait, c'est est-ce que t'aurais... C'est-à-dire qu'ils sont partis, en fait, en prépa à New York. Tu vois, c'était en voyant les décors, tout ça, ça a beaucoup retouché aussi avec ses envies de filmer plus de choses là. En fait, il a beaucoup calmé son film. Au finish, c'est beaucoup moins complexe, en fait. Et sur le plateau, du coup, moi, j'ai souvent des techniciens qui me disent que quand ils ont des doutes, des questions, du coup, c'est vous qui viennent voir. C'est quoi les questions, les échanges que vous avez le plus souvent au sujet des scénarios sur un plateau avec les techniciens? C'est référent à la continuité. Elle vient après quoi déjà, cette séquence? Oui, c'est ça. Ouais, c'est quand ils sont perdus. Il s'est passé quoi avant? On a tourné dans ce jour de continuité là. Il y a un raccord. La super question du chef-op. Il serait quelle heure? Ouais. On est en quelle saison? Ouais. C'est quoi la date? Ah ça, celle-là, c'est ouais. Et on est quel jour là? Celle-là de moins en moins, parce que moi, plus ça va, plus les films ils veulent pas que ce soit daté. Alors ça c'est pareil, c'est un grand problème avec la déco qui veut toujours mettre une date sur le magazine ou sur l'enveloppe. T'es là, non, on a dit qu'on sait pas en quelle époque ça se passe. Moi je milite pour l'absence des horloges. L'horloge, non, elle est arrêtée, mais non, on va quand même l'enlever en fait, vraiment. Il est obligé d'avoir une montre ce perso? D'accord, donc on va d'accord. Non, moi ce que je préfère, c'est des moments où t'es en concentration ultime avec un réalisateur, tout le monde a l'impression de faire une opération à cœur ouvert, c'est chargé d'émotions et d'enjeux, et puis il y a l'assistant son ou le stagiaire régie qui vient avec un café, qui voit quelque chose, qui a l'air de machin et qui se penche à ton oreille et te dit quelque chose d'une vérité absolue que personne n'a vue. Il te dit mais là, elle l'appelle comme ça, mais en fait, on n'a pas tourné une scène où, et tout d'un coup, venu de nulle part et de quelqu'un qui juste passe comme ça, arrive un truc où tout d'un coup, tu te dis, ouf,
On est tous très fatigués. Et moi, dans ces cas-là, j'adore donner du crédit, c'est-à-dire que je fais pas genre en fait, attendez, il y a une erreur et je fais comme si non, je suis là genre je viens d'avoir une remarque très pertinente de Théo qui nous a amené un café, il semblerait que et voilà, je trouve ça génial le fait que des fois on soit tous tellement la tête dans le guidon, où tout d'un coup il y a des choses absolument évidentes et des gens qui sont pas forcément impliqués dans le processus créatif et c'est justement parce qu'ils sont pas pleinement dedans qu'ils font des remarques incroyablement pertinentes. Mais à la régie, il y a tous les futurs réalisateurs, actrices, tu sais, ou chefs-op, ils sont. Mais c'est vrai que du coup, t'es obligé d'accueillir absolument toutes les remarques qui t'arrivent, parce que il y a forcément toujours un moment comme ça où il y a quelque chose de très important que t'as pas vu et que personne n'a vu. Et en même temps, t'es obligé de filtrer aussi parce que le nombre de fois où on vient te dire des trucs, plein de bonnes intentions, t'es là. Merci. Alors, on disait, parce que les réalisateurs, les réalisatrices, ils prennent à peu près 8000 décisions à la journée, on leur pose 200 questions. On va t'en poser 400, t'essaies de faire le tri sans trop les couper non plus de choses qui peuvent être importantes, qu'on te reproche après. Moi, ça m'arrive régulièrement, genre, et alors t'as dit que l'enveloppe, elle était comme ça? Je fais, bah ouais. Je me suis dit que c'était juste, mais j'aurais pas dû. C'était à toi de dire. Enfin, voilà, pardon. Autant pour moi, grand chef de l'enveloppe. En même temps, tu serais allé demander cette réflexion sur une enveloppe. Peut-être que c'était vraiment pas du tout le moment. Ouais. Et en même temps, en l'occurrence, c'était hyper important, mais ça passe comme une blague et tout ça. Oui, et puis il peut y avoir un metteur en scène avec qui ça marche pas, qui crie, des comédiens super lourds, tu vois, c'est la plaie, ça, hein. Si t'as quelqu'un qui sait pas faire un plan et que t'es à côté toute la journée et que tu rames au titre de tout le monde. Quelqu'un qui est sur Instagram pendant qu'on essaie de réaliser une scène. Les questions sont pour toi, du coup, après. Ouais. Moi, j'adore aussi quand il y a d'autres techniciens qui me parlent d'autre chose que de leur partie. L'accessoiriste qui vient me voir et qui me parle du jeu du comédien, il comprend pas cette phrase, des choses comme ça. C'est hyper précieux. Oui, mais on a besoin de tout le monde. Non, puis en plus, on peut pas tout faire, hein. Enfin, tu vois, je veux dire, on nous demande quand même de faire un truc, je sais même pas s'il y a une machine qui saurait le faire. On peut pas faire ce qu'on nous demande de faire, en vrai. Non, c'est vrai. Enfin, tu vois, on est censé être attentif à tout le temps, tout en étant détaché des choses, de noter avec quelle main il a fait ça, tout en ressentant ce qu'il t'a envoyé comme émotion. Enfin, tu vois, à un moment donné. Ouais. Heureusement qu'il y a un perchman qui dit, moi, je ne comprends pas ce que dit ce personnage, elle devrait pas dire ça marche pas. Enfin, tu vois. Ouais. D'où aussi l'intérêt parfois d'avoir des assistants ou des assistantes. Ouais. Parce que c'est vrai que c'est toujours un travail qui est plus intéressant quand il y a deux paires d'œils plutôt qu'une seule. Tout dépend de la relation, tout le monde a des relations différentes. Déjà, c'est un métier que absolument tout le monde fait différemment. Là, on est 4 et qu'en fait, aucune de nous ne travaille pareil, n'a la même sensibilité, tout ça qui est extraordinaire. Donc, les gens qui tournent sans script, en fait, c'est juste qu'ils n'ont pas trouvé quelqu'un qui leur correspond, mais il y a forcément quelque part un ou une script qui correspond très bien à leur sensibilité, leur envie de collaborer ou pas. Mais c'est vrai que le fait d'avoir un assistant, moi je trouve ça extraordinaire. J'adore le fait de savoir au fond que si je peux avoir une relation privilégiée avec le réalisateur ou la réalisatrice et pouvoir me concentrer justement sur l'émotion ou sur des enjeux ou sur un découpage, c'est parce que il y a quelqu'un derrière qui veille sur le fait que les choses avancent, que les photos sont prises, qui justement gère aussi et filtre des gens qui viennent le voir et tout. Je trouve que c'est... On nous en donne pas facilement et souvent on nous dit non mais un stagiaire. Alors qu'un stagiaire il est là pour regarder et apprendre. Un assistant qui vient en prépa, qui est pas juste là pour relire des choses, qui est impliqué, avec qui tu communiques, qui sait se placer, qui prend pas de la place, qui écoute pour toi, qui entend, enfin, moi je trouve ça passionnant. Est-ce que vous estimez que vous avez un regard dramaturgique sur les choses? Est-ce que vous pensez que c'est important? Pour nous, c'est très excitant comme type de regard à avoir quand on lit un scénar et quand on travaille au jour le jour. Ça fait extrêmement partie de notre travail. Et comme tu disais tout à l'heure, on dit ce qu'on vient de dire est pris ou n'est pas pris. Et c'est même rassurant un réalisateur ou une réalisatrice qui prend pas tout ce que tu lui dis, parce que du coup ça te libère, tu vois. Tu te dis pas je suis en train de prendre une place qui est trop grande. Ouais. Enfin moi je sais que sur des premiers longs, parfois ça me faisait un peu peur, si tu veux, de me dire à un moment donné, là le contrat de confiance il est en train de basculer dans un truc qui me plaît pas, parce que on prend tout ce que je dis et j'aime pas ça. Et moi je trouve que c'est hyper sain quelqu'un qui te dit mais n'importe quoi. Enfin, quoi mais tu divagues complet là. J'ai eu des versions beaucoup plus vulgaires que ça, mais je suis assez d'accord avec ça. Des trucs de genre, on a le droit de dire des trucs, oui, mais tout ce que bon, bref, un derrière avec qui je bosse beaucoup et que j'aime d'amour, David, si tu m'entends. Et sa phrase préférée, c'est non mais j'en ai rien à foutre. Je dis un truc, il me dit non mais là franchement j'en ai rien à foutre. Et il s'en va. Et en fait, ce que je trouve génial, c'est que souvent, il s'écoule une ou deux prises et enfin sachant que je suis pas en train d'expliquer qu'il faut refaire l'intégralité de la séquence et j'ai l'impression qu'elle est pas assez énervée. Franchement j'en ai rien à foutre. Et il s'en va. Il y a une prise ou deux puis il se lève, des fois il va parler puis il revient puis je me dis c'est fou l'intention de jeu là. Elle a changé. Et des fois il le fait pas, c'est-à-dire des fois en fait il dit rien à foutre mais souvent rien à foutre. Souvent il y a un côté sur l'instant il est très parce qu'il est préoccupé parce qu'on vient de lui dire un truc, parce que c'est pas sa journée, parce que si c'est avant 9h du matin quoi qu'il arrive on peut pas lui parler. Mais parce qu'on dit aussi beaucoup de conneries hein, enfin tu vois.
vois, je veux dire. Ouais, Enfin, c'est intéressant de voir qu'il y a une réflexion, qu'ils disent pas oui ou non tout de suite. Oui, Moi, c'est j'aime ça. bien l'idée de me dire qu'en fait, c'est une idée qui rentré. infuse ou pas, qui Voilà. prend ou pas. Je trouve intéressant ce que tu as dit, c'est le cas inverse où tes conseils deviennent même presque du scénario, c'est-à-dire quand tu prends peut-être la place du narrateur ou du réel sur le plateau, ça vous arrive des fois de vous engager carrément dans l'histoire plus que juste des petits conseils extérieurs parce que soit le réel est paumé, soit le scénariste est paumé. le fameux film dont je te parlais là, que je viens de finir, où on a été amené à couper, je pense, 70 séquences, parce que pour plein de raisons, en fait, le film était très 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 long. Mon premier minutage était à 3h40. Oui. Je l'ai dit à la production, ça n'inquiétait personne. C'était pas un problème. Qu'est-ce qui les inquiétait? Mais c'était un film très contemplatif. Enfin, il n'y avait pas de problème avec ça. C'est juste qu'en faisant le film, on s'est rendu compte qu'on n'était pas assez rapide pour faire les choses comme elles avaient été écrites et qu'il a fallu couper. Et en fait, tu te retrouves à couper dans le scénario pendant le tournage. Et donc ça, on l'a fait très longtemps, jusqu'au dernier jour. Et donc, à un moment donné, si tu veux, le réalisateur est quand même en permanence sollicité pour énormément de choses. On priorisait le matin ce qu'on avait à faire. Et malgré ces priorités, on n'arrivait pas forcément à faire ce qu'on avait décidé de faire. Et donc, à un moment donné, tu deviens un peu la personne qui est capable de dire genre, je pense très honnêtement que ça, on peut vivre sans. Parce que quand t'as écrit un scénario aussi, il y a un vrai attachement à ce que t'as écrit. Et ce qu'on disait tout à l'heure, pourquoi tu l'as écrit? Ok, tu l'as écrit pour telle raison. Est-ce que c'est fondamental? Est-ce que le film tiendra debout? Enfin, si tu veux. Il y a un moment où, par la force des choses, tu peux devenir... c'est pas très agréable. Ouais. Tu décides jamais, hein. On s'est battu sur des trucs où moi je disais non. Je pense que ça, c'est plus important que ça. Et il me disait non, moi, je veux voir ça. Je dis bah, ok. Alors, si tu veux voir ça, on va voir ça. Oui, mais On le 70 fait. séquences, c'est quand même, tu enlèves de partout. Oui, après, C'est compliqué, ça, hein, en plus de ta journée. C'est compliqué, Parce mais- que là, la plantade, si elle est faite, enfin, tu vois, elle est faite. Hein. mais après, je te dis, il y avait la matière pour qu'on supprime toutes ces choses, mais, Ouais. mais vraiment, le moment où, en fait, la personne en face de toi, tu sais plus si elle tient aux choses parce que, pour quelle raison elle y tient, en fait. Ouais. Si tu veux, c'est ce moment-là où tu touches à un truc, je sais plus qui disait ça s'appelle kill your darling, en fait. T'es en train d'enlever un truc. Est-ce que vraiment c'est fondamental ou est-ce que c'est juste, toi t'y tiens parce que ça te fait penser à un truc que ta grand-mère a dit quand t'étais petit? Et oui, c'est important, mais est-ce que c'est important pour le film ou est-ce que c'est important pour toi? Ouais, elle a raison sur le fait que c'est des détails, enfin des détails. C'est, tu sais, parce que il y a un costume qui a été réservé pour cette scène et il se trouve que c'est une réplique ou que quand le réalisateur ou la réalisatrice a vu la robe, ça lui a fait penser à un souvenir ou c'est une séquence avec une chanson qui veut dire quelque chose pour quelqu'un. Et c'est vrai que même si les films, ils ont aussi, pour leur metteur en scène, cette valeur-là d'amener des choses intimes. Mais c'est vrai que quand des fois tu te retrouves dans des situations où tout simplement tu en viens à te dire que tu ne vas peut-être pas rentrer le film, il y a un moment donné où même si on a tous très envie que le réalisateur, la réalisatrice et tout, c'est... Moi, je fais des chronologies de séquences importantes. Ça me prend une demi-journée. La plupart du temps, ça ne sert à rien, mais je m'oblige à me dire, si j'avais un flingue sur la tempe, quelles sont les séquences selon lesquelles le film ne peut pas tenir, ou en tout cas ne peut pas développer ses lignes narratives. Alors, ça marche très bien, surtout sur des courts-métrages, ou quand on fait encore des projets parfois en pellicule, parce que tu peux te retrouver dans des endroits un peu compliqués. Et j'essaye d'appréhender ça en préparation, parce que j'ai la tête froide. C'est très difficile, effectivement, de faire ça pendant. Je l'ai fait une fois au Tadjikistan sur un film et c'était terrible parce qu'en fait, on a enlevé la chair du film. C'est-à-dire qu'on a gardé l'aspect narratif parce que c'est des gens qui allaient d'un point A à un point B et qu'en fait, on pouvait pas enlever tout ce qui se passait. Mais toutes les scènes qui, ouvraient les guillemets, ne servaient à rien, des scènes qui racontaient que les gens se liaient autour du feu, qu'ils étaient dans une situation critique, etc. Tout ça, parce qu'on était un peu dans le genre de situation que tu racontes, on a dû l'enlever. Et tout ce qui faisait que moi, en tant que spectateur, pour ma première lecture, j'avais adoré ce film, de me dire, c'est quasiment un Survivor movie, et pourtant, c'est pas forcément ce que je pensais qu'ils disparaissent. Et ils sont là, il y avait des séquences, voilà, gratuites avec des running gags, des choses qui me plaisaient énormément. Tout ça, on a dû l'enlever. Donc, ça raconte l'histoire de gens qui vont d'un point A à un point B, mais c'est beaucoup moins bien que ce que j'ai lu. Du coup, nous, on a essayé justement de pas faire ça. On essaye de guider quelqu'un qui, à un moment donné, sait plus où il doit regarder, quoi. Ok. Mais tu prends pas la décision. Tu donnes les informations. Je pense que ça, mais qu'est-ce que toi tu en penses? Et d'essayer en plus de poser cette question à un moment où il est suffisamment capable d'écouter ce que tu es en train de lui dire parce qu'il est pas comme ça de stress. C'est quand même un équilibre qui est pas facile à trouver, mais en fait, c'est ça qu'on nous demande de faire. On a parlé pas mal du coup de l'écriture et du tournage. Est-ce que vous avez encore un rôle à jouer au moment du montage? Ouais, on a un rapport qui est spécifique pour les monteurs, Ok. qui s'appelle le rapport montage. Et ce rapport, il peut les accompagner tout au long du montage s'ils veulent bien l'utiliser. Après, moi, ça m'est arrivé quelques fois de passer au montage, mais parce qu'on m'a invité cordialement à passer pour voir, et voilà.
Et c'est tout. Sinon, normalement, ils ont nos documents et on n'intervient plus. Ils ont la continuité aussi. Ils ont aussi la maintenant, continuité. ils demandent beaucoup les continuités et beaucoup Pourquoi ça les leur sévérait, le préminutages. préminitage? C'est vrai ça. Et Ça jamais parce avant. que moi, hein. la chronologie remise à jour avec les séquences justement qui ont été supprimées, je pense à toi, ou celles qui ont été rajoutées, je trouve que ça a du sens. Mais moi aussi, ces derniers temps, on m'a demandé mes tableaux de pré-minutage versus minutage effectif. Et j'ai trouvé ça déstabilisant parce que je me demandais dans quelle mesure, autant je trouvais que c'était normal d'avoir un document qui raconte comment, au final, on a décidé que l'histoire allait se raconter. Mais j'ai pas très bien compris pourquoi on me demandait. C'est des jeunes monteurs qui demandent ça, et je pense que c'est juste pour avoir un miroir. C'est-à-dire, eux, ils se lancent dans la scène, tout seuls, loin de notre blablabli, blablabla, et ils font une durée, voilà, avant d'affiner. Et ils regardent si on est loin, l'un et l'autre. Ok. Qu'est-ce que vous pensez de la place des scripts en France actuellement? Est-ce qu'il vous convient? La réponse est non, moi je suis pas contente. Je regrette encore beaucoup que beaucoup de gens comprennent pas réellement ce qu'on fait. De toute évidence, on fait pas ce métier pour l'ego, sinon on ferait un autre métier. On ferait chef-op par exemple, mais Ça s'est fait? on fait ça pas pour la reconnaissance. C'est un métier, cette histoire de truc, c'est un métier de l'ombre, etc. Non, je trouve que c'est un métier qui a beaucoup changé, qui est très intéressant. Moi, je suis colère sur le côté. Donc maintenant, on fait beaucoup de séries, Ouais. ce qui est absolument passionnant. Et je comprends pas qu'on comprenne pas toujours ce qu'on fait, alors que vraiment sur la série, pour le coup, sans ego, il y a vraiment des journées où j'ai l'impression que la seule personne qui avait à peu près une idée de ce qui se passait sur le plateau, où on allait, etc., c'était vraiment la script et potentiellement son assistant. Ça dépend si tu as plusieurs réalisateurs. Si tu as 3 réalisateurs qui font 2 épisodes, bon, bah, toi, tu les fais tous. Tu fais la continuité du personnage A, de A à Z. Oui. Et tu vois, je veux dire, alors il y a un moment où, et si en plus, ils font le 1, le 3, le 5, et l'autre, il fait le 2, le 4, le 6, alors là, ce qui m'est arrivé. Alors oui, c'est là, vrai, mais avec, très intéressant. c'est vrai que même des fois avec ne serait-ce qu'un ou deux réalisateurs qui sont souvent là, je trouve aussi qu'il y a une histoire de marathon et de durée. C'est que la série, c'est tout est mélangé, tout est cross-bordé, donc on tourne différents épisodes, différentes séquences. Ça dure 12, 13, 14, 15, 16 semaines. À un moment donné, ce serait mentir que de dire qu'en semaine 14, tout le monde est frais, tout le monde sait où on va. La réponse est non. Enfin, c'est voilà. Ouais. Je trouve que le rôle de la script, son accompagnement, et je parle pas de raccord et de dire il doit porter une chemise bleue. Non, je parle de, en fait là, il faut qu'il soit plus énervé parce qu'on a déjà tourné ce qui se passe avant et que des choses qui sont des raccords d'émotion, de narration. Ouais, j'avoue que j'ai du mal avec le fait qu'on ait du mal à appréhender qu'est-ce qu'on fait. Et alors voilà, après je suis colère sur un truc très précis qui est que on m'a déjà appelé pour faire une série qui était un 8x52 ou je sais pas quoi, et on me proposait d'avoir 6 jours de prépa. Alors que moi je viens en me disant putain, moi je veux 8 semaines, il va m'en proposer 6, j'espère que j'en obtiendrai 7, tu vois. Moi, j'ai l'impression que sur le plateau, on arrive assez bien à se rendre compte de ce qu'on fait. On est relativement considéré, en tout cas sur les plateaux qui fonctionnent bien. Ouais. Après, moi, c'est vrai que ce dialogue sur la prépa, c'est un truc qui m'hallucine toujours un peu. Normalement, c'est 2 semaines de préparation pour un long métrage. Dans 80% des cas, on va essayer de me dire j'en ai prévu une. Du coup, t'es obligé de te battre pour la deuxième qui normalement existe. Après, moi, j'ai des copines à qui on a proposé 3 jours où là, tu dis en fait, je comprends même pas de quoi tu parles parce que c'est des gens en plus qui ont déjà fait de la direction de production sur des films où tu dis tu sais très bien ce qu'elle fait la script en prépa. Donc pourquoi tu joues à ce jeu-là? Un copain ingé son l'autre jour que je vois à une projection, que je sais plus de quoi on discute, il me dit mais t'as combien de temps en prépa? Je dis 2 semaines. Il fait ah bon, c'est tout? Et t'es là genre, ah oui, d'accord. Donc, en fait, tous les postes sont au courant qu'on est en train de se faire enfler, quoi. Mais surtout qu'on en a deux, mais en réalité, on va en bosser 4. On fait un mois. Mais oui, on fait un mois, bien sûr. Il y a un côté, mais c'est la script. Donc, elle va forcément un peu, on travaille tous un peu plus et tout. Non, c'est pas vrai. En fait, sur ce genre de projet, nous, on a 2 semaines, mais le second assistant mise en scène, par exemple, il a 6-8 semaines. Ce qui est très insidieux. Alors, toi, Marie, tu travailles en bureau de prépa, mais ce qui se passe aussi, c'est qu'en général, on travaille chez nous, donc ils voient pas ce qu'on est en train de faire. Ils ne se rendent pas compte du volume horaire des choses qu'on est en train de faire. Mais c'est pour ça que je suis au bureau. Bah oui. Moi aussi, je préférais faire ma prépa chez moi. Quand j'ai commencé, c'était incroyable. Je bossais entre 17h et 5h du matin en sirotant du vin rouge. Le boulot était fait, c'était extraordinaire, c'était la liberté absolue. Mais après, ça sert à rien d'essayer de se battre pour qu'on nous considère. Moi, effectivement, je fais le boulot au bureau et parce qu'en plus, j'ai accès à toutes les informations, que je montre que je suis là tous les jours et que si on me paye X temps, en fait, je viens X temps, voire même j'en fais plus. Mais je tiens ça de source sûre. La script est vraiment considérée comme une espèce de variable d'ajustement dans les prods. De toute façon, c'est la script, elle travaille gratuitement. Elle passe 1 heure à faire les rapports le soir. On va faire comme si on n'était pas au courant. Pareil. Ça, moi, je le fais sur le plateau, comme une malheureuse, le cul dans le caniveau jusqu'à 5h du matin, jusqu'à ce que tout le monde soit parti. Pour que les gens voient, en fait. Eh ben, parce qu'en fait, je suis payée. Les gens qui ferment le camion, jusqu'à ce qu'ils ferment le camion, ils sont payés. Moi, la dernière chose que je fais, c'est d'envoyer ce fameux rapport prod. Maintenant, je le fais parce qu'au moins, quand je rentre chez moi, j'ai fini de travailler. On fait un truc qui est tellement pas tangible aussi sur certains aspects de conseils, d'accompagnement. Je trouve qu'à un moment donné, c'est tangible d'être tous les jours à un bureau de prod en prépa.
tous les soirs ou tous les matins, assise et en train de travailler, même si bien sûr je préférais le faire chez moi. Moi, personnellement, ça m'est peu arrivé, mais j'ai eu tellement d'échos de gens qui me disent « Pour ça, on me propose ça, et toi, t'avais fait la saison précédente, par exemple, sur une série, et t'avais quoi ?» Et je fais « What ?» Des trucs aberrants, comme tu disais, 3 jours, des trucs ridicules. Donc ça, oui, c'est très énervant. Et effectivement, les prods qui découvrent qu'on travaille le soir, c'est aussi... Non, mais attends, c'est pas ne pas connaître notre métier, c'est ne pas vouloir payer. Pas Oui, le c'est ça. considérer. Ils le savent très bien. Ça n'a rien à voir avec ne pas le savoir. De toute façon, il y a une considération. D'abord, c'est un emploi féminin. Nous sommes très souvent seuls. Moi, je dis souvent qu'on fait de la maïeutique, en fait. On aide quelqu'un à accoucher d'un film, d'un scénario, de quelque Vraiment, chose. c'est C'est un ça truc qu'on fait. en très, fait. très important. Et comme beaucoup de boulots d'aide et de services, c'est des boulots qui sont moins considérés aussi financièrement. Et... Comme les boulots aussi féminins, hein, parce que le service, etc. Enfin, c'est difficile de pas revenir là-dessus, mais c'est vrai aussi parce que historiquement, à la base, quand ça a commencé, la script peut-être secrétaire de plateau, il y avait tout un aspect sur le fait de compter la pellicule, etc., qui n'existe plus aujourd'hui. Voilà, il y avait des choses qui étaient peut-être. Mais un il est peu arrivé plus... sur le parlant, la script. Hein. Quand il y a eu des dialogues, il a fallu les taper parce qu'ils changeaient. Et c'est elle qui tapait sur le plateau pour donner au montage, parce qu'en Amérique, c'est comme ça, le texte qui a été tourné. Donc c'est venu ça. Donc c'était vraiment des secrétaires. Et après, les plans se sont multipliés, le métier s'est amplifié, et puis les 15 dernières années ont énormément laissé de place à la script pour la mise en scène, parce que les assistants sont sous l'eau, sont squeezés par la production. Les comédiens font 3 films en même temps, donc après, il y a des trucs qui se croisent, ils doivent refaire des plans de travail en permanence, les pauvres, c'est un truc. Et nous, on est là, à côté du metteur en scène, et forcément, on réagit. Et tout ça n'est pas du tout pris en compte dans le salaire qu'on a, dans les neurones qu'on donne. Et moi, j'ai eu quand même une série qu'on m'avait appelée. On me dit, en fait, le poste de script sera le poste qui fera toute la série, parce que les réals changent, les chefs-op changent. Enfin, il y a les comédiens, bien sûr, mais tout change. Donc, c'était un truc en 3 langues. J'ai dit, et tout ça, c'est au même prix. Ah, bah ça, on n'a pas réfléchi encore, mais enfin bon... Et je me dis, il est complètement dingue. Il n'a pas conscience du boulot que ça vous rajoute. Non, mais il veut pas avoir conscience de ça. Dans ces conditions-là, je n'y vais pas. Et je crois savoir que ça a été très difficile pour l'excellent script bilingue qui a fait ce truc. Je crois que ça a été un morceau très lourd à faire, ça a été complexe, c'est une série d'époques, c'est beaucoup de personnages, enfin des trucs symboliques et tout ça, et tu gardes pas ton assistant dans tous les pays où tu vas, on te dit tu prends l'assistant local dans ce pays, des gens qui vous connaissent rien à l'histoire, qui te seront, donc 15 secours sur ce suivi fort complexe, il va falloir aussi caler les réalisateurs qui arrivent, voilà, mais je sais que le résultat, ça n'a pas été ça. Ouais, tout un boulot de coordination aussi derrière. Bien sûr. Donne-moi beaucoup plus d'argent, donne-moi un autre titre, et puis je suis d'accord, on y va. Mais sachant que la responsabilité qu'on a, notamment dans le projet que tu dis, c'est que si à un moment donné il y a une boulette, bien qu'elle soit forcément partagée avec quelqu'un, le HMC, l'accessoiriste, le comédien, le réal, c'est un retake. C'est quelque chose qui est potentiellement pas montable. Et quand on est sur des séries qui ont une telle ampleur, oublier quelque chose, etc., une erreur, ça a des vraies conséquences. Et voilà, donc du coup, ce qu'on aimerait juste, c'est être payé quand on travaille. Voilà. Si vous aviez un message à faire passer à la communauté des scénaristes, ce serait quoi ? Bah lâchez pas le morceau de travailler, hein, parce qu'on sait que vous êtes pas bien considérés, pas bien payés, mais des scénarios quand ils sont pas assez développés, c'est un cauchemar. Moi, je veux qu'on vous valorise. Je veux lire des scénarios qui sont finis au maximum, le plus possible. Mais ouais, c'est terrible d'avoir des trucs où tu te dis genre, ah bah ouais, là, il manque 3 mois. Allez, on retourne en classe et on te dit, ah bah on n'a pas les sous. Bah non, bah trouve des sous en fait. Parce que si ton scénario il tient debout, le film il va être vachement mieux. Les autres ? Ça va être dur de faire mieux, hein. Moi, j'aimerais bien, parce que nous, on a un métier un peu mal connu. J'aimerais bien aussi que les scénaristes, leur métier soit mieux connu, parce que on sait pas vraiment comment ça se passe. Et en particulier, en France, ça a l'air d'être un peu particulier par rapport aux autres pays, mais on sait pas trop les différences. Ils ont des droits d'auteur en France. Et ils travaillent moins. Oui, mais par exemple, aux aussi. États-Unis, t'as pas de droit d'auteur. C'est très différent comme. Ouais. C'est-à-dire qu'effectivement, quand à Hollywood, les scénaristes ont fait grève, ah bah, il y a plus rien qui s'écrit du tout. Mais ça, c'est aussi parce qu'ils sont syndiqués. Mais en France, oui, c'est un métier sûrement très sous-payé. Et puis, on les aime beaucoup parce que c'est ceux qui nous font rêver dès le début. Et puis, on aimerait bien qu'ils passent sur le plateau aussi pour parler avec eux, de comprendre encore avec d'autres mots, des personnages, ce serait chouette. Moi, je pense beaucoup à eux parce que 90% du temps, quand je dis que je suis script, on me demande si je suis scénariste. Donc, on pense régulièrement à eux. Donc, on se sent obligé de dire non, je n'écris pas le scénario
scénario, ce sont les scénaristes. Nous, on essaye vaguement de gérer ce qui se passe après, de leur rendre justice. Non, je sais que effectivement, ce dont on se, entre guillemets, plaint, le fait qu'on nous demande de faire toujours autant, mais avec moins de sous, je sais que ça les touche aussi et que on leur demande probablement d'écrire plus rapidement, très vite, un peu moins cher et que ce soit prêt là tout de suite et que s'ils retouchent, j'imagine que aussi c'est gratuitement. Je sais que c'est pas évident et que tout le monde a les mêmes enseignes. Ouais, et qu'on n'est pas les seuls à être sacrifiés. C'est les métiers solitaires. Et effectivement, c'est eux qui nous font rêver. Donc, bon courage à eux. Merci beaucoup pour vos réponses. Merci. Merci beaucoup. Merci pour ça. Les scripts et le scénario, c'est terminé. Merci encore à Isabelle, Cécile, Julie et Marie pour leur participation. Merci à l'association des scripts associés pour leur aide dans l'organisation. Merci à l'équipe des films et en même temps et effacer l'historique pour l'autorisation à partager les scénarios annotés. Et bien sûr, merci à vous pour votre écoute. Abonnez-vous au podcast pour ne manquer aucun épisode, partagez-le autour de vous s'il vous a plu et pour le soutenir, je vous invite à laisser 5 étoiles sur Apple Podcast et sur Spotify s'il vous plaît, ainsi qu'un commentaire sur Apple Podcast. Et le scénario est une émission proposée et montée par moi-même qui vous donne rendez-vous dans 4 semaines pour le prochain numéro. D'ici là, n'oublions pas, le scénario n'est pas une œuvre d'art mais une invitation à collaborer sur une œuvre d'art. Paul Schrader, à bientôt.